Aligre FM 93.1. Je suis Rassel Moubarak et je suis heureux de vous retrouver pour la dernière heure de notre émission spéciale avant les élections législatives. Nous allons parler dans la dernière heure qui nous reste des enjeux de ces élections législatives d'un point de vue historique. Et forcément, nous allons faire le parallèle avec les années 1930. 1930, une décennie qui a été marquée par des menaces extérieures, l'arrivée au pouvoir des fascistes en Allemagne et en Italie, par une situation économique précaire héritée de la crise de Wall Street, et une recomposition du paysage politique français avec le premier Front populaire qui fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc nous allons nous demander s'il y a lieu de faire des parallèles avec la situation actuelle. Et pour cela, j'accueille deux historiens qui sauront analyser les similitudes et les limites de cette comparaison. Le premier qui est en plateau avec nous, c'est Alexandre Saintin. Bonjour Alexandre Saintin. Bonsoir. Vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous êtes spécialiste de l'entre-deux-guerres en France et en Allemagne. Et on va vous retrouver dans la deuxième partie de cette heure pour évoquer la montée du fascisme. Et pour commencer, nous allons accueillir Jean Vigreux qui est au téléphone avec nous, qui nous fait l'amitié de nous retrouver de Dijon. Bonsoir Jean. Donc Jean Vigreux, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Vous êtes auteur de l'histoire du Front populaire chez Talandier, qui est récemment ressorti en livre de poche texto, et du Que sais-je, le Front populaire dans la collection aux presses universitaires de France. Je voulais commencer par vous poser une question un peu personnelle. Quand François Ruffin a parlé d'un nouveau Front populaire au soir du 9 juin, juste après l'annonce présidentielle de la dissolution, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, le spécialiste du Front populaire des années 1934-1938 ? J'ai senti non seulement quelque chose qu'on pouvait attendre au regard de la dissolution surprise qui a été faite et la haute proportion du vote à l'extrême droite en France. Face aux divisions, il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'union. De ce point de vue-là, c'était un réflexe à la fois de mémoire, de rejeu de l'histoire, et puis oui, une émotion par rapport à cette prise de position, avec quelque chose qui accompagnait le discours. C'était pas simplement le nouveau Front populaire, mais arrêtez vos conneries, je mets des guillemets, mais je le cite, il faut s'unir. Donc voilà, à un moment donné, face à un danger, il faut que tout le monde sorte de sa tour d'ivoire et puis comprenne ce qui se passe dans la cité. Au-delà du non partagé, se pose la question des ressemblances et des différences entre l'ancien et le nouveau Front populaire. Alors, il ne s'agit peut-être pas ici de rappeler toute la séquence du Front populaire et en particulier pas ses réalisations, ni ses espoirs et ses désillusions, parce que le nouveau Front populaire n'est pas au pouvoir au moment où nous enregistrons, donc parler du bilan n'a peut-être pas beaucoup de pertinence. Je voulais qu'on s'intéresse plus particulièrement aux conditions politiques de la réalisation des deux Fronts populaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quelle base, sur quelle justification fut fondé le premier Front populaire ? Alors d'abord, il faut bien voir, et vous l'avez rappelé dans l'introduction, que la France est en crise économique, sociale, morale, politique. On cumule différentes crises puisque tous les remèdes qui ont été pris contre la crise de 29, en fin de compte, accentuent la crise. Il y a une paupérisation, un chômage de masse, des paysans qui font faillite, des entreprises comme Citroën qui font faillite. Bref, un contexte particulier qui permet aux ligues d'extrême droite de prospérer, en tout cas de tenir la rue, de tenir le pavé. Et le 6 février 1934, alors qu'un nouveau gouvernement devait être investi, il y a une grande manifestation et il marche sur le Palais Bourbon, symbole même de la République, puisque c'était les députés, on est dans un régime parlementaire, donc là c'est une différence quand même par rapport à aujourd'hui, un régime parlementaire qui désignait le président du Conseil. Et les gauches perçoivent cet événement comme un coup de force fasciste. Alors, j'en reparlerai avec mon collègue après sur les enjeux, comment les SA tenaient la rue. En tout cas, il y a cette perception. On sait bien aujourd'hui que c'est pas un coup de force fasciste, etc. Mais la tentative de marcher sur le Palais Bourbon s'est perçue comme une tentative de coup d'État. Donc les gauches organisent la riposte. La première manifestation, elle a lieu le 9 février 1934 à l'appel de la CGTU et du PC. Et dans le cortège vont se joindre des socialistes et des militants de la CGT qui vont dire unité, unité, unité. Même chose le 12 février à l'appel de la SFIO et de la CGT, deuxième manifestation. Et là, pareil, les militants CGTU et communistes arrivent et crient unité, unité. Donc il y a cette formation de l'unité à la base. Les organisations qui étaient divisées à gauche, jamais perdre de vue que SFIO, PC, c'était des frères ennemis depuis le congrès de Tours, que par ailleurs les radicaux gouvernaient plutôt au centre-gauche, centre-droit, une fois l'un, une fois l'autre, parti de notables.
Mais face à la République en danger, pour reprendre une vieille formule du modèle républicain, 1793 et d'autres moments de l'histoire, eh bien, on considère qu'il faut s'allier. Mais il n'y a pas que les partis politiques, et c'est ça qui est très intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y a les associations, type Ligue des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, fondé en mars 1934, et on va avoir un printemps des comités qui va amener, eh bien, en juillet 34 à l'alliance SFI-OPC. À l'automne 1934, les radicaux rejoignent l'alliance, et puis au total, on aura une centaine d'associations, d'organisations qui vont porter le Rassemblement populaire. Ce que vous dites, c'est que ce premier Front populaire est né pas seulement de la volonté des appareils, mais donc de la base, également de la société. Je voulais vous demander aussi quelle était l'influence des puissances étrangères dans sa réalisation. Je pense bien sûr au rôle de Staline auprès du Parti communiste français. Quelles ont été les interférences ? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément Staline en direct. Oui. Le Parti communiste ne gérait pas en direct avec Staline. Il gérait en direct avec l'Internationale communiste. Effectivement, la ligne précédente de l'Internationale communiste, qui était celle de classe contre classe, de dénonciation autant des sociotraites, sociofascistes, etc. On revient pas sur les enjeux, puisque l'échec a été patent, puisqu'Hitler arrive au pouvoir. Mais l'un des dirigeants communistes qui a mené la bataille, d'ailleurs dans des procès, on va en reparler aussi tout à l'heure, Dimitrov, est expulsé d'Allemagne, et Moscou va permettre effectivement un rapprochement avec les autres forces politiques pour dénoncer un front antifasciste, parce que l'idée c'est front unique antifasciste, qui deviendra Front populaire plus tard, et le laboratoire devient la France. Alors oui, il y a le feu vert venant de Moscou, il n'y a aucun souci. Eugène Fried a un rôle fondamental, c'est l'émissaire du Comintern en France dans cette élaboration, avec Maurice Thorez, et c'est quelque chose qu'ils mettent sur pied au printemps 1934 et jusqu'à 1935. Et alors bien sûr, l'apogée, c'est le 14 juillet 1935, cette fête nationale qui devient le lieu du serment important des gauches françaises pour la dissolution des ligues factieuses, où prennent la parole pas simplement les dirigeants des partis politiques, mais les dirigeants de la Ligue des droits de l'homme. Et puis au lendemain de ce 14 juillet mobilisateur, et pas simplement à Paris, dans toute la province, a lieu le 7e congrès de l'Internationale communiste, où la délégation la plus importante est la délégation française, qui vient expliquer au monde communiste, au Parti mondial de la Révolution, ce qu'est le Front populaire antifasciste, avec Marcel Cachin, avec Maurice Thorez, et tous les partis communistes reprennent l'idée d'un Front populaire antifasciste, ce qui va permettre au Front populaire d'arriver au pouvoir en Espagne au début de l'année 1936. Ensuite, le Front populaire qui arrive en France au pouvoir. Donc on voit bien les enjeux qui sont en train d'apparaître à partir de ce moment-là. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Ciné-Archives et vous verrez le film du 7e congrès, où on voit les interventions de Cachin, Thorez, et à la fin, les congressistes chantaient la Carmagnole. Le premier Front populaire a donc eu 2 ans pour mettre en place un programme avant les élections de mai 36. On sait l'importance de la lutte antifasciste. D'ailleurs, le slogan du Front populaire, c'était « Paix, pain, liberté ». Donc évidemment, cette notion de paix et liberté est importante. Et le pain, alors, donc ça, c'est le plan économique. Qu'est-ce qu'on peut dire du plan économique de leur programme ? Voilà. Sur le plan économique, pain, paix, liberté, vous avez raison de rappeler les enjeux, mais il y a quand même paix qu'il ne faut pas éloigner trop loin, parce que le fascisme, c'est la guerre. Parce que l'Italie a attaqué, a voulu reconquérir l'Afrique du Nord dans une logique impérialiste et rappelant aussi la grandeur de Rome d'autrefois et Mare Nostrum et tous les enjeux qui ont autour de ça, et c'est la guerre d'Éthiopie. Le pain, bien sûr, c'est redistribuer et donner du travail par rapport aux périodes de chômage, redistribuer aussi, bien sûr, les salaires, etc. Mais le programme en soi, il n'est pas ultra défini. C'est quelques feuillets. Chaque organisation, d'ailleurs, se présente au premier tour sous sa bannière avec le programme Front populaire, et celui qui arrive en tête, au second tour, sera soutenu par les autres. Donc, c'est pas dans une logique de socialisation des moyens de production, loin s'en faut. C'est plutôt redonner de meilleures conditions salariales, et puis de secourir les chômeurs, etc. On est au cœur véritablement d'un programme minimum d'un point de vue économique. Mais ce qui va
pousser le gouvernement de Front Populaire, on pourra revenir aussi quand est-ce qu'il s'installe, eh bien, ce sont les grèves. On ne peut pas concevoir le Front Populaire simplement comme un cartel politique, une entente entre les différentes organisations, sans avoir à l'esprit la dynamique sociale et le mouvement social de grève sans précédent. Donc c'est une dimension, le Front Populaire, à la fois politique, sociale et culturelle. C'est les trois grandes dimensions du premier Front Populaire. Aligre FM 93.1. Il y a d'ailleurs une grande question, je rebondis sur ce que vous avez dit, sur les grèves, sur l'importance relative finalement des grèves et des actions gouvernementales dans les réformes qui sont mises en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, le 1er mai 1936 intervient entre les deux tours des élections et que la CGT s'est réunifiée au début de l'année à son congrès de Toulouse et pour mobiliser l'électorat pour le deuxième tour, la CGT, alors que le 1er mai n'était pas férié comme aujourd'hui, en appelle à des manifestations, à des jours chômés, donc on faisait grève, pour soutenir l'élan du Front Populaire. Et peu après, la plupart des dirigeants dans les usines sont licenciés et ils vont demander l'amnistie au gouvernement de Front Populaire. Et dès le 13 mai, eh bien, on a de grandes grèves qui se mettent en France, 11 mai pour les premières, 13 mai ensuite. Enfin, c'est un mouvement particulier de grève avec occupation d'usines, partant du Havre, partant de Toulouse. Et face à ça, le gouvernement de Léon Blum, qui va s'installer seulement le 6 juin 1936, donc il a gardé la légalité, le calendrier qui était prévu, institutionnel. En aucun cas, il ne change le calendrier. Et le 6 juin, investit, on ne revient pas sur l'investiture et le discours de haine du député Xavier Vallat, ce vieux pays gaulois sera gouverné pour la première fois par un juif. La première chose que fait Léon Blum, c'est les 7 et 8 juin, donc dans la nuit du 7 au 8 juin, c'est d'essayer de sortir de ces grèves en ayant un rôle régulateur de l'État qui est tout à fait nouveau, qui impulse quelque chose de particulier, parce que jusqu'alors l'État utilisait la force contre les grévistes, et bien là, les ministres concernés, alors bien sûr, ministre de l'Intérieur parce que la propriété est sacrée, etc., et bien, ministre du Travail et d'autres, le gouvernement est autour de la table avec d'un côté la CGT et de l'autre côté la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre, si vous voulez, du MEDEF. Et il débouche sur les accords Matignon. Donc c'est à la fois la sortie de crise très vite, la volonté un volontarisme politique très fort, une volonté de réformer, mais qui s'appuie aussi sur les grévistes. Alors après, il faut que ces accords soient acceptés localement, et c'est pour ça qu'ils sont signés dans chaque département par les préfets, par les représentants des organisations syndicales, et c'est ce qui se met en place tout au long du mois de juin et début juillet 1936. Aujourd'hui, Jean Vigreux, sur les 577 circonscriptions, le nouveau Front Populaire en attribue 229 à LFI, 175 au PS, 92 aux écologistes et 50 au PCF et 31 aux autres composantes. Quels étaient les rapports de force à l'époque lors du premier Front Populaire ? Alors, les rapports de force étaient tout à fait différents, puisque c'est ce que je vous disais, chaque organisation pouvait présenter ses candidats. Et c'est le candidat arrivé en tête au premier tour qui obtient le désistement des autres pour le second tour. En revanche, ce qui se joue de manière importante, c'est que il y a une légère poussée à gauche, c'est pas une grande poussée, parce que si on compare par rapport aux élections de 1932, mais comme les gauches étaient divisées et si on cumulait les voix, eh bien elles étaient importantes dans le pays, mais comme tout le monde est uni, eh bien celui qui est en tête représentera le Front Populaire au second tour. En revanche, ce qui se joue, eh bien c'est tout simplement que la SFIO a plus de voix que les radicaux socialistes, parti centriste pivot de la Troisième République, et ça change le rapport de force dans les gauches. Et puis le PC aussi gagne quasiment 700 000 voix, doublant son score par rapport à 1932, et lui obtient 72 députés. Donc c'est au sein du groupe parlementaire majoritaire du Front Populaire qu'on va demander la présidence du Conseil, et c'est la figure parlementaire, le chef du groupe parlementaire, Léon Blum, qui est désigné comme Premier ministre, si on veut aujourd'hui, en tout cas président du Conseil à l'époque.
Oui, vous avez touché là une notion très importante sur l'unité du Front populaire. C'est que dans les deux cas, avant et aujourd'hui, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais Oui. aujourd'hui, il y a un point central, c'est qu'il faut un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour, ce qui n'était pas le cas en 1936. Donc tout le monde pouvait se présenter et le Front populaire, finalement, c'est plutôt une alliance d'entre-deux tours. Oui, c'est une alliance, on va dire, déjà d'avant le premier tour quand même, parce qu'il fallait avoir un programme, etc. Mais c'est surtout dans l'entre-deux tours que ça se joue. Alors ici ou là, il y aura quelques dissidences ou quelques candidats radicaux qui ne veulent pas appeler à voter socialistes ou communistes, mais c'est très peu. Là, la situation est totalement différente, puisque là, il y a un seul candidat, même si j'ai cru comprendre que dans certains endroits, il pouvait y avoir ici ou là des dissidences. Mais c'est un autre contexte, bien sûr, même si on peut rapprocher le mode électoral. Sauf que, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait que les hommes qui votaient, et qu'aujourd'hui, on a un véritable suffrage universel. On critique beaucoup aujourd'hui l'attelage potentiellement hétéroclite du nouveau Front populaire, et on insiste sur les invectives qu'il y a pu avoir entre les différentes composantes lors de la campagne européenne. Mais ce n'était rien, à côté des disputes entre les communistes et les radicaux, par exemple. Ah oui, dans les années 30, il est clair que, j'ai évoqué le terme de frères ennemis tout à l'heure, mais on pouvait traiter les communistes de mousquetaires, de partis de l'étranger, etc. N'oublions pas aussi que les programmes politiques étaient différents. Les communistes au début des années 30 en appelaient à la République des Soviets en France, et même encore au tout début du Front populaire. Les socialistes, quant à eux, étaient encore sur une logique de socialisation des moyens de production. Alors bien sûr, Léon Blum avait théorisé la conquête, l'exercice et l'occupation du pouvoir. Et donc c'est pas pour instaurer le socialisme en tant que tel que le gouvernement de Front populaire et la majorité qu'il aura et qu'il a eu n'a pas mis en place cette instauration du socialisme, alors que les radicaux défendaient le modèle républicain, défense de la petite propriété, etc. D'ailleurs, aussi bien Blum que les communistes déclarent aussitôt à l'élection, on n'a pas été mis là pour instaurer et être révolutionnaire. Même Waldeck-Rochet, nouveau député de la circonscription de Nanterre-Puteaux, intervient en ce sens, donc en disant qu'en aucun cas ils vont être dans une logique révolutionnaire. Ils sont là pour apporter des réformes et des solutions par rapport à la crise économique, sociale, politique et morale. La France de 1936, Jean Vigreux, n'est évidemment pas la même que celle de 2024. Elle était encore en grande partie rurale, les ouvriers étaient beaucoup plus importants numériquement qu'aujourd'hui. Quelle était la sociologie des votants pour le Front populaire ? Alors la sociologie, elle est un peu partout, parce que faut quand même les gagner, ces élections. Vous pouvez avoir des paysans, la paysannerie qui a vu dans certains endroits les luttes contre les saisies, c'est-à-dire face à la folle enchère, aux saisies qui existaient, les syndicats proches de la SFIO et du PC, la Confédération nationale paysanne, la Confédération générale des paysans travailleurs, organisaient la folle enchère, c'est-à-dire on venait saisir un métayer ou un fermier, et puis le syndicat était là, il disait un sou, donc c'était rien, et puis il remettait ensuite, bien sûr, aux paysans, l'huissier ne pouvant rien faire de plus. Et ça a fonctionné. Il y a plusieurs endroits en France, aussi bien dans le sud-ouest du Massif central, ailleurs que ça a joué. Donc il peut y avoir un électorat, on va dire, même paysan. Alors pas forcément majoritaire, mais qui participe de cela. Bien sûr, la fameuse banlieue rouge, qui a un rôle important depuis les conquêtes des municipalités en 1935, autour de la ceinture parisienne, mais c'est partout en France qu'on va avoir un vote Front populaire. Donc, dans des villes, par exemple, moi je suis à Dijon, et bien le maire de Dijon devient député du Front populaire. Il avait gagné à la mairie en 1935, un socialiste SFIO avec une liste d'unité. Bon, voilà, c'est progressif que ça se fait, et ça se joue un peu partout dans toute la France. Et pas simplement la France métropolitaine, mais aussi dans la France des colonies. Ça, c'est pour les votants. Qui étaient les abstentionnistes ? Est-ce qu'ils étaient nombreux et est-ce qu'ils étaient sociologiquement marqués ? Non, là-dessus, sur l'abstention, elle est faible, puisque on a en fin de compte une forte participation. Alors bien sûr masculine, puisque
en fin de compte, la participation, je crois que c'est 84,3% exactement. Donc vous voyez, il y a une abstention résiduelle à même pas à 15%. Donc c'est pas les abstentions que l'on connaît, je dirais, en ce moment et ces dernières semaines ou ces derniers mois ou dernières années. Qui était à l'époque le principal adversaire du Front populaire? Parce que quand on prend les voix du Front populaire, elles devancent celles dites de la droite, mais pas d'énormément. Donc, mais c'était qui la droite? Alors c'était qui la droite? C'était les droites aussi, pareil, il n'y a pas que, comme il y a les gauches. Déjà, il pouvait y avoir aussi le Parti radical qui, cette fois-ci, a choisi de gouverner à gauche, mais il pouvait gouverner à droite, au centre droit auparavant. C'était des droites républicaines avec différentes formations politiques, mais aussi, faut pas perdre de vue les ligues que j'évoquais tout à l'heure, parce que certains députés élus, alors du Front National, comme on disait à l'époque, quand Front Populaire, selon les magazines, je reprends Vue du début de l'année 1936, qui disait qui va gagner le face-à-face, etc., la présentation, c'est qu'on a une bipolarisation importante qui se joue au moment du Front Populaire, alors qu'auparavant, on n'était pas dans une logique bipolaire. Et c'est ça qui change la donne. D'autre part, dans ces droites, la droite va faire au total 4 200 000 voix au premier tour, alors qu'avant, elle faisait 4 300 000 voix. Donc, elle a peu perdu par rapport à 1932. Mais ce qui change totalement le jeu, c'est ce cartel, comme on aimait dire à l'époque, allant du parti radical socialiste jusqu'à l'extrême gauche. De fait, le Front populaire rassemble non seulement les organisations dont on a parlé, radicaux, socialistes et communistes, mais plein d'autres petites organisations. La Jeune République, par exemple, qui était une ligue démocrate chrétienne, soutient et présente des candidats Front populaire. Donc on peut avoir tout un panel, comment dirais-je, de candidats venus d'horizons différents. Même les socialistes qui avaient été exclus de la SFIO par Léon Blum quelques mois auparavant parce que jugés un peu trop marqués par ordre autorité-nation, ils vont participer quand même aussi au Front populaire. Est-ce que cette large coalition électorale et programmatique va résister à l'exercice du pouvoir entre 36 et 38 ? La réponse est dans votre question. Non, puisqu'il y a des divisions et des divisions qui viennent de l'intérieur et qui viennent aussi de l'extérieur, pour plusieurs raisons. D'abord, on a évoqué à l'instant le fait que Léon Blum faisait une politique volontariste, et cette politique volontariste, on pourrait presque dire que c'est une politique keynésienne de relance qui s'inspire de ce qui s'est fait dans le cadre du New Deal, avec la logique qui devait amener par des emprunts, par la dévaluation du franc, etc., qui devait amener des solutions à la crise. En revanche, ça ne se passe pas du tout comme il le souhaite, puisque le Sénat s'oppose très vite, même s'il est à majorité radicale, s'oppose à sa politique, lui refuse les pleins pouvoirs financiers, etc. Donc là, il y a ces enjeux qui amènent à une pause dans les réformes, la pause de 1937. Donc ça, c'est les premières choses. Deuxième chose, la politique étrangère, ce qui se joue en Espagne en juillet 1936, donc quelques semaines après l'arrivée de Blum au pouvoir, le coup d'État de Franco fait qu'on va avoir une division entre ceux qui... en gros, l'antifascisme va se fracturer sur une conception soit pacifiste, soit belliciste. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la guerre ou est-ce que on continue la paix? N'oublions pas que Blum, on voit la déchirure qu'il connaît et qu'il a, parce que tout simplement, il fallait porter secours à la République espagnole du Front populaire. Mais il a fait son programme, il a été élu sur le programme de paix. Les radicaux ne veulent pas entendre parler de guerre. Les alliés britanniques non plus. Donc, d'autant plus qu'on vient de commémorer en 1936, 20 ans après, Verdun. Donc, il y a un fort pacifisme dans le pays. En revanche, les communistes vont pouvoir mettre en place les brigades internationales pour aller combattre le fascisme en Espagne. Donc là, ce sont les premières divisions. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue, et ça, c'est grâce à nos collègues suisses qu'on le sait maintenant, c'est la fuite des capitaux. On en parlait à l'époque, on parlait du mur de l'argent dans les années 20, mais à partir de 1936, on s'aperçoit qu'en Suisse arrivent des capitaux, non seulement de France, mais aussi d'Espagne, des deux pays gouvernés par un front populaire, et
Pourquoi on le sait? Tout simplement parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur la spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale et remontant à l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, eh bien nos collègues, et Marc Pernoud entre autres, a montré que 4 à 8 milliards de francs suisses étaient arrivés dans les banques suisses de France et d'Espagne. Et pourquoi autant? Tout simplement fuite des capitaux, et puis surtout parce que la Suisse avait, depuis 1934, instauré le secret bancaire. Donc on voit des éléments, effectivement, la politique d'augmentation des salaires, tout ça a créé des difficultés économiques, et il n'y a pas de souci pour le dire, mais en même temps, s'il y avait eu l'argent pour l'emprunt et les logiques de contribution, on peut dire qu'il y a quasiment une grève ou une revanche des possédants ou de la bourgeoisie française à l'époque. En tout cas, je conseille la lecture de vos livres pour justement bien connaître les enjeux, les espoirs, les désillusions. Je vous remercie beaucoup, Jean Vigreux, d'avoir participé à notre émission et d'avoir apporté votre éclairage de l'historien, du Front populaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon vote. Ah oui, sans souci. Pour cette dernière demi-heure, je reçois donc Alexandre Saintin, qui est spécialiste de l'entre-deux-guerres en France et en Allemagne. Bonjour Alexandre. Bonjour plutôt. Ouais. Vous avez écrit Le vertige nazi, voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale-socialiste, qui est apparu aux éditions Passé Composé en 2022. Et dans ce livre, vous retracez les pérégrinations d'intellectuels français qui ont commencé à se rendre dans l'Allemagne nazie à partir de 1933. Qu'est-ce qu'ils y cherchaient? Quels sont les ressorts de la fascination du fascisme? Alors pour la majorité d'entre eux, en tout cas des intellectuels que j'avais pu identifier dans mon travail de recherche, pour la plupart d'entre eux, c'est la fascination d'un modèle régénéré et d'une classe politique rajeunie. Ce qu'on constate, ce que ces intellectuels constatent en France, c'est la décadence d'un modèle politique parlementaire, affecté par des affaires de corruption notamment, ou en tout cas l'impossibilité pour un certain nombre de revendications politiques d'être écoutées, reçues, ou en tout cas d'être transcrites par une voie politique concrète. Par conséquent, ce qu'ils voient se mettre en œuvre outre-monde du côté de l'Italie et outre-Rhin du côté de l'Allemagne, ce sont des nouvelles catégories. Alors en réalité, si on épluche la généalogie de ces mouvements, ce n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas de nouvelles figures qui prennent le pouvoir et qui radicalement transforment les structures sociales, économiques, culturelles de leur nation. Donc c'est d'abord par curiosité et une fois rendu sur place face à un certain nombre de manifestations, et donc là je parle surtout du cas de l'Allemagne nazie, rendu sur place face à ces manifestations, il y a une véritable fascination pour l'organisation d'une part de ces régimes et d'autre part fascination également pour l'adhésion populaire, très franche, qu'ils constatent sur place. Alors, les gens qui voyagent à cette époque, pour parler des intellectuels français, ce sont des gens majoritairement classés à droite, voire à l'extrême droite déjà, de l'échiquier politique. On a quelques individus, bien sûr, qui sont positionnés à gauche, mais qui, eux, se déplacent davantage. Alors, pourquoi pas parfois par curiosité, mais également pour observer l'adversaire. Et finalement, dans un ressort antifasciste, essayer d'expliquer les mécanismes par lesquels il serait possible de contrer cette montée en puissance du fascisme. Donc, je pense particulièrement à l'intellectuel Daniel Guérin, syndicaliste révolutionnaire, penseur de l'anarchisme, qui, très tôt, en 1933, s'est rendu en Allemagne visiter ses congénères, camarades socialistes ou communistes, persécutés très tôt par le régime nazi. Donc, on a tous ces profils qui se rendent sur place, mais du côté de la droite et l'extrême droite, ce sont donc des écrivains, des reporters, également des académiciens qu'on retrouve avec des figures relativement importantes, qu'on retrouve donc traversant la frontière pour observer le phénomène politique nouveau de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté des Alpes. Et qu'est-ce qu'ils en retirent justement? Parce que le séjour de ces intellectuels en Allemagne était parfaitement encadré, organisé par les services de propagande. Il s'agissait de donner à voir une nation aryenne qui serait l'inverse de la société française prétendument vieillissante et décadente. Et vous écrivez même qu'il s'agissait de préparer les esprits français au renoncement, en gros écrasés par la grandeur nazie. Est-ce que c'était leur perception? Alors, du côté des récits qui témoignent des perceptions de ces intellectuels, on trouve deux choses. On trouve d'abord la certitude que le modèle parlementaire démocratique est mort, qu'il n'a pas d'avenir. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent, et qu'il faut désormais repositionner le modèle politique sur une organisation davantage verticale et autoritaire.
Donc on retrouve une fascination assez ancienne pour le modèle à la fois de l'homme providentiel, mais également une fascination pour l'organisation corporatiste de la société. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut retirer. Et puis le deuxième, c'est également la certitude qu'il va falloir en France importer un certain nombre de méthodes pour modifier le spectre politique français. Alors ces méthodes sont diverses, mais en tout cas, elles passent également, et c'est malheureusement d'actualité, elles passent également par une forme d'épuration de la société, par une forme de ligne d'horizon qu'il faut fixer à l'ensemble de la société française, avec pourquoi pas également une perspective expansionniste. Mais la réalité, c'est que ces projets ne peuvent se mettre en œuvre qu'à condition de réaliser une Europe blanche, une Europe des nations dans une certaine mesure, mais très rapidement le terme de race fera son apparition, et en termes d'apparition de la notion raciale, on verra la race aryenne effectivement peu à peu s'imposer également dans le discours de ces intellectuels français. Donc, le principal projet de ces intellectuels, c'est d'établir une Europe dans laquelle se trouveraient finalement la France et l'Allemagne nazie, marchant main dans la main. Alors c'est une conviction qu'ils ont chevillée au corps, mais la réalité c'est que les nazis, par le biais de différentes associations, par le biais de différentes coopérations culturelles, de jeunesse notamment, l'Allemagne nazie n'a jamais considéré qu'elle allait devoir partager le leadership européen avec des intellectuels français éventuellement favorables à leur thèse. Le partage du pouvoir n'a jamais été acté. Ça, il suffit de lire les journaux personnels des grands leaders nationaux-socialistes pour en avoir la certitude. Donc, le projet européen, c'est un projet partagé par les dirigeants du Reich, du Troisième Reich, par ces intellectuels français qui en reviennent absolument ravis et qui considèrent qu'ils vont pouvoir participer peu à peu à ce projet qui, de fait, dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, ce projet va apparaître comme possible, comme accessible. Donc les conditions sont là dès l'entre-deux-guerres. Elles sont préparées par ces intellectuels qui forment notamment un comité qu'on appelle le comité France-Allemagne pour lequel la collaboration intellectuelle franco-allemande. On a la même chose finalement pour la coopération avec les fascistes, mais la coopération mise en œuvre par le comité France-Allemagne est véritablement celle qui est la plus structurée, la plus intensive, qui ne sera mise en veille finalement que très tardivement, en mars 1939, mais à l'intérieur duquel on va trouver des intellectuels qui, eux, souhaiteront poursuivre la collaboration très fort, et il suffira d'attendre la défaite pour voir que ce comité sera réactivé sous la forme d'un autre groupe qu'on appelle le groupe Collaboration, dirigé par Alphonse de Chateaubriand. J'essaie de trouver quand même une lueur d'espoir là-dedans, parce que ces intellectuels ont visité l'Allemagne, certains ont même été dans des camps de concentration, alors peut-être pas en voyant les endroits les plus glauques, mais est-ce que certains sont revenus désabusés ? Alors, en l'occurrence, ceux qui ont... alors, j'ai 3 exemples en tête qui me viennent. Ceux qui ont visité ces camps, j'ai 2 intellectuels plutôt de gauche et un qui se considère comme un renégat du communisme et qui a basculé dans l'extrême droite la plus complète. Alors, je vais commencer par les 2 intellectuels de gauche. Donc, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui, de son nom de jeune fille, est Marie-Claude Vogel, qui est la fille du créateur du magazine Vue, dont mon collègue Jean Vigreux a parlé tout à l'heure, qui, elle, visite les camps de concentration en 1933. Bien sûr, visite organisée, visite totalement encadrée, mais qui observe déjà à la dérobée le visage d'un certain nombre de ces prisonniers et qui exprime très clairement une violence physique et psychologique indéniable. L'autre intellectuel, c'est Daniel Guérin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, a contact avec des prisonniers ponctuels dans les camps de concentration pour un certain nombre d'entre eux qui finiront par en sortir, camps de concentration allemands du début de l'année 1933. Là-dessus, ces intellectuels sont extrêmement lucides sur la réalité de ce qu'il doit leur arriver, puisqu'ils ont accès, par le biais de visites à l'intérieur du camp, ce sera aussi le cas d'ailleurs pour un membre de la Croix-Rouge, qui témoignera aussi, qui s'appelle Burkhardt et qui visitera également les camps. Et ils ont accès en fait à leur quotidien. Donc des cours de philosophie politique nazie, national-socialiste, et évidemment la condamnation de leurs convictions précédentes, voire déjà de leurs origines. Pour le troisième, Jean Fontenoy,
donc renégat communiste qui a basculé dans la droite la plus extrême à la fin des années 30. Dès la fin des années 30, il visite des camps aux alentours de Berlin, à Sachsenhausen et à Oranienburg. Et lors de la visite de ces camps, finalement, il n'y voit rien à redire puisqu'il s'agit, selon lui, il a en cela totalement intégré la logique nationale-socialiste, il s'agit de rééduquer les opposants. Et qu'un pays qui marche et qui fonctionne correctement ne peut accepter une opposition qui parfois est déjà considérée comme terroriste. Et en guise de conclusion de son reportage, Jean Fontenoy annonce que la France n'a pas beaucoup de critiques et de reproches à adresser à l'Allemagne nationale-socialiste, puisque la France avait exercé la même contrainte par le biais des bagnes coloniaux. Donc, comparaison entre bagnes coloniaux et camps de concentration, pour Jean Fontenoy, il est bien évident que le camp de concentration national-socialiste a davantage d'avenir et se justifie au regard du bagne colonial. Donc, vous voyez déjà cette espèce d'approche d'un futur cadre de l'extrême droite qui disparaît dans les ruines de Berlin en 1945. Donc, c'est pas un petit partisan, Jean Fontenoy, du national-socialisme, c'est un dur. Eh bien, cette espèce de mise en parallèle de la France et de ses affres coloniaux avec le projet national-socialiste, c'est une comparaison qui évidemment n'a pas lieu d'être, qui est évidemment de mauvaise foi, mais qui atteste déjà en 1939, puisque ici le reportage a lieu en 1939, qui atteste déjà une totale absorption des dogmes nationaux-socialistes par un intellectuel français. Vous l'avez rappelé, Alexandre Saintin, le projet national-socialiste ou fasciste a comme composante principale, importante, une homogénéisation de la société. Et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec la situation actuelle. Récemment, la tête de liste du Rassemblement national prônait, discutait l'exclusion des binationaux de certains postes stratégiques. Et je voulais qu'on fasse un rappel historique. Est-ce que les premières mesures discriminatoires par le régime nazi paraissaient soft comme ça avant leur extension à plus de catégories de la population ? Disons que c'est toute la subtilité des mesures de discrimination, puisque alors elles sont immédiates ou presque lors de la prise de pouvoir des nationaux-socialistes par la nomination du chancelier Hitler en janvier 1933, puisque dès mars 1933, on a des mesures discriminatoires à l'égard des homosexuels, puisque dès février 1933, alors c'est une forme de discrimination puisqu'elle est politique, on a une interdiction des partis politiques opposants et surtout l'obligation d'appartenir à un seul et même syndicat qui finalement de fait élimine toute autre forme de syndicalisme. Et puis peu à peu, à partir de 1935, donc il faut tout de même attendre 2 ans, nous avons les lois de Nuremberg qui sont pleinement discriminatoires à l'égard de la population juive. Alors, on n'attendra pas les lois de Nuremberg pour assister déjà à des pogroms, à des violences anti-juives, à des semaines entières de boycott à l'égard des magasins juifs qu'on observe déjà en 1934. Et est-ce que ces mesures discriminatoires auprès de la population allemande passent de manière, insensible ? Alors, je dirais à la fois oui et non, puisqu'on sait par exemple qu'à l'égard des mesures de boycott contre les magasins juifs en 1934, les populations allemandes non juives avaient pris leurs précautions, entre guillemets, en allant faire leurs courses la semaine d'avant et en continuant à les faire la semaine d'après dans les magasins juifs en question. Il n'y avait pas de haine spécifiquement démontrée par la population générale allemande à cet instant-là contre les populations juives, mais dès lors que le pouvoir, le régime en place indique que les personnes juives sont persona non grata ce sont les lois de Nuremberg en 1935, dans différents corps de métier, dans l'avocature, dans les disciplines médicales, dans l'enseignement à l'université, que certains espaces publics sont désormais interdits aux juifs, lorsque le pouvoir indique que le racisme et plus précisément l'antisémitisme est désormais légal, autorisé, voire encouragé, dès lors, on a un déchaînement de passions populaires qui n'aurait probablement pas nécessairement eu lieu, ou en tout cas pas de manière aussi systématique qu'on a pu le constater par la suite, à partir de 1936, et surtout lors de la fameuse nuit de cristal, expression typiquement nazie, la Kristallnacht, qui en réalité désigne un pogrom anti-juif lors de la journée du 9 novembre 1938, qui aboutit à la mise en camp de concentration d'un peu plus de 30 000 juifs en une seule et même journée. Voilà. Aligre FM
93.1. Alors je profite de vos lumières, Alexandre Saintin, parce que j'aimerais vous entendre sur l'histoire de l'extrême droite en France. Revenons dans notre cadre national. Est-ce que vous pouvez nous en préciser la généalogie? Quels ont été les grands courants et surtout les grandes étapes de sa recomposition pour arriver au primat lepéniste aujourd'hui? Oui, alors effectivement, comme tout mouvement politique en France, il faut souvent remonter à la Révolution française, en tout cas pour la bipartition entre le champ de gauche et le champ de droite de l'expression politique française. Et l'extrême droite, en réalité, trouve ses racines dans le courant contre-révolutionnaire, c'est-à-dire à la fois chez les monarchistes, mais de manière générale chez tous les anti-jacobins. Donc chez les penseurs qui seront présentés comme contre-révolutionnaires, que ce soit par la suite au XIXe siècle Hippolyte Taine, mais aussi Burke finalement côté britannique très très tôt, on trouvera des racines anti-lumière qui se positionneront véritablement comme la critique des mouvements rationalistes, comme la critique déjà du courant des droits de l'homme. Ça, c'est une constante qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la critique de l'extrême droite. Les droits de l'homme aujourd'hui sont considérés comme wokistes, si on entend véritablement la prise de parole de certains leaders d'extrême droite aujourd'hui. Et donc, il faut remonter à cette révolution française de 1789 pour trouver finalement dans le courant contre-révolutionnaire la base de l'extrême droite. Cette extrême droite, elle se structure au XIXe siècle. Alors, on pourrait dire peu à peu et de manière plus formelle encore autour des courants césaristes, voire bonapartistes, mais la réalité, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, autour du mouvement boulangiste, par exemple, autour des mouvements anti-Dreyfusards, l'extrême droite se structure. Alors à la fois par des ligues, comme la Ligue des Patriotes des Roulèdes, à la fois par la presse, par des courants de presse extrêmement virulents comme la Libre Parole de Drummond, qui publiera un pamphlet antisémite encore aujourd'hui adulé par un certain nombre de membres de l'extrême droite qui s'appelle La France juive. Donc ce sont ces courants de presse, ces ligues d'extrême droite qui vont véritablement structurer, je dirais, l'ADN politique de l'extrême droite encore actuelle. Parce qu'on pourrait très bien se poser la question, et d'ailleurs on le lit un peu partout aujourd'hui, mais à quoi bon faire une généalogie, à quoi bon présenter une histoire du courant d'extrême droite, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la politique actuelle. Je pense qu'en réalité, pour savoir exactement quelles seront les mesures mises en place dans une hypothétique victoire de l'extrême droite demain, il faut regarder le champ lexical, le champ idéologique qui anime ce courant, qui est extrêmement varié. On peut parler des extrêmes droites comme on peut parler des gauches et des droites, mais il faut l'examiner pour véritablement comprendre l'essence du programme politique actuel et peut-être du programme politique de demain. Donc, je reviens là-dessus et j'en termine. C'est vrai que cette structuration de l'extrême droite, elle se fait plutôt donc à la fin du XIXe siècle, mais également autour de la figure de Charles Maurras, qui dit une chose extrêmement intéressante. Charles Maurras, monarchiste, créateur de la Ligue d'Action française, met en avant dans son programme idéologique, c'est son slogan, « Le politique d'abord ». Le politique d'abord, cela sous-entend en fait la mise sous tutelle du droit, la mise sous tutelle des droits par la politique. Et en réalité, la seule question qui, selon lui, mérite d'être posée, c'est la question donc du pouvoir, la question de l'expression politique, et non pas la question des droits individuels, que ce soit ceux exprimés autour de notre devise nationale liberté, égalité, fraternité, ou que ce soit des droits encore contractés de manière plus spécifique dans le champ de l'entreprise, dans différents domaines également. Ce qui compte, c'est la voix politique. Donc la voix politique doit s'exprimer et primer sur tout le reste. Dès lors, on a l'irrigation de tout un champ d'acteurs politiques par cette doctrine maurassienne qui va se propager jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pour arriver au primat lepéniste. Mais si j'ai un peu plus de temps, je pourrais parler effectivement de ce renouvellement, cette régénération de l'extrême droite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on peut dire un petit mot et je voulais aussi que vous concluiez par
la question, est-ce que aujourd'hui, donc l'extrême droite cherche à se normaliser, est-ce qu'il reste aujourd'hui des sensibilités minoritaires des courants d'extrême droite qui sont influentes dans ce parti-là ? Oui, alors effectivement, pour essayer d'être le plus synthétique, mais c'est loin d'être évident, quand je parlais tout à l'heure des extrêmes droites, il est très clair qu'aujourd'hui, le courant qui apparaît manifeste aux yeux des observateurs, c'est le courant du Rassemblement national. Lui-même a une histoire relativement ancienne. Il n'a pas souhaité célébrer véritablement les 50 ans du parti en 2022, puisque sa fondation remonte à 1972. Dans les cadres du parti qui ont déposé les statuts du Front National, on retrouve, et ça on le sait désormais, des anciens collaborateurs, des néofascistes, des anciens Waffen-SS. Je pense notamment à Pierre Bousquet, ou on peut penser également à Roland Gaucher. Mais véritablement, ce qui compte, c'est de voir que ce courant principal qui apparaît aujourd'hui aux yeux des observateurs a été irrigué par une multitude de courants extrémistes de droite, une multitude. Alors, certains s'appelaient les nationalistes révolutionnaires. La plupart du temps, les autres courants sont en réalité des laboratoires d'idées comme le GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. On peut également penser, au mouvement traditionnaliste influencé par le penseur mystique Julius Evola, penseur italien fasciste, qui a travaillé auprès des fascistes mussoliniens, puis par la suite auprès d'Heinrich Himmler, voyant que ses thèses n'étaient pas véritablement porteuses en Italie fasciste. Et ces courants d'extrême droite extrêmement variés, parfois, flirtant avec l'extrême gauche la plus radicale. Dans les années 70, on assiste à une recomposition de ces champs d'extrême droite extrêmement complexes. Eh bien, ces champs et ces minorités d'extrême droite, entre guillemets, vont converger toutes vers le Front National qui réussira à occuper un champ politique par le biais de ses succès électoraux. Et ces mouvements d'extrême droite minoritaires, donc laboratoires d'idées, voyant qu'en réalité, pour convaincre la masse en particulier et les électeurs spécifiquement, il faut s'appuyer sur la colonne vertébrale la plus performante, la plus populiste, la plus active dans la rue, ils se dirigeront assez spontanément vers le Front National. Alors, l'histoire du Front National, c'est une série de coups de main, une série de putsch internes, où Le Pen parvient systématiquement à se maintenir la tête hors de l'eau, grâce toujours à un apport financier extrêmement important, notamment le cimentier Lambert, qui lui apportera sa fortune par héritage. Mais le succès électoral du Front National se dessine au milieu des années 80, aux élections européennes puis aux élections municipales. Et dès lors, tous les autres groupuscules vont converger vers lui, que ce soit des groupuscules estudiantins, comme le GUD, créé en 68, ou que ce soit encore des minorités d'intellectuels, comme celle du GRES, où on retrouve des noms connus comme Bruno Maigret ou comme Alain de Benoît. Vous êtes historien et enseignant, Alexandre Saintin, et nous avons le plaisir là de vous recevoir dans une radio qui est un média libre, à vocation culturelle. Je voulais savoir, à la lumière des expériences du passé, que vous inspirait l'arrivée éventuelle de l'extrême droite au pouvoir. Quel impact sur la pratique de l'histoire, sur la culture, sur l'éducation ? Alors c'est une question qui est véritablement intéressante, puisque en fait je me la suis posée dès quasiment ma première année d'enseignement, puisque en février 2005, une loi vantant les mérites de la colonisation française avait été votée au Parlement sous l'impulsion d'un député, Christian Van Est, membre du Club de l'Horloge, qui est également un des laboratoires d'idées, faisant d'ailleurs le lien, la passerelle entre la droite classique et l'extrême droite. Et ce député, Christian Van Est du Club de l'Horloge, propose un amendement un article dans cette loi permettant de reconnaître le rôle positif de la colonisation française. Suite à de nombreuses manifestations, cet article 4 a été finalement suspendu. Mais à titre d'enseignant, c'est véritablement là qu'on a pu comprendre que la loi, le législateur, peut intervenir directement dans nos cours, brisant en cela la liberté pédagogique qui, par notre statut de fonctionnaire, nous est totalement garantie, et qui surtout vient contrecarrer le véritable travail d'histoire sur un certain nombre de réalités historiques. Donc voilà, ce sont des inquiétudes de ce type qui me viennent en tête aujourd'hui à l'approche des élections de dimanche et du 7 juillet prochain.
Alexandre Saintin, merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage. Je sais que le temps est toujours très court quand on parle avec les historiens, puis parce que les enjeux sont évidemment complexes, mais je suis sûr que vos lumières nous éclairent. Merci beaucoup. Merci à vous. Il nous reste à conclure cette émission spéciale. Alors je le fais simplement parce que je suis le dernier sur l'antenne, donc je le fais au nom de toute l'équipe et j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale. Il s'agissait pour nous de vous donner les clés dans un climat apaisé pour comprendre les enjeux actuels, les défis qui nous attendent avec un premier tour dans 48 heures. Donc j'espère que vous avez maintenant des clés supplémentaires pour voter en votre âme et conscience. Je remercie une dernière fois toutes les auditrices et les auditeurs qui nous font l'amitié de leur fidélité et qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup. Vous écoutez Aligre FM 93.1.